Please be seated. Yes, Madame Favreau. Oui, Maître Fauveau. Monsieur le Président, je voudrais rester quelques minutes sur cette évacuation des blessés de Potocari. Nous avons exposé nos arguments y concernant dans les paragraphes 343-349 de notre mémoire. Je voudrais seulement dire que cette évacuation a été demandée par le Dutch BAT. Robert Franken l'a dit le 16 octobre 2006, page 25-15. Par le MSF et que le 16 juillet, le général Nicolai attendait avec l'impatience l'autorisation pour acheminer à Potocari le convoi destiné à évacuer les blessés. Ce sont les pièces P1191 et P2978. Lorsque les notifications irrélatives portant le nom du général Miletich étaient envoyées, l'évacuation de ces blessés était la seule solution possible. Il est évident que ni Dutchbat ni MSF n'allaient rester à Potocari et que les blessés devaient être évacués. D'ailleurs, je doute fort que le procureur, qui par ailleurs allègue qu'il n'y avait pas de médicaments à Potocari, voulait sérieusement suggérer que ces notifications ne devaient pas être envoyées et que l'évacuation des blessés n'était pas nécessaire. Voyons maintenant la transmission des messages dont le procureur parlait le 2 septembre. Et il s'agit de la conversation P1237. La défense ne conteste pas que le général Miletich aurait pu transmettre le message et qu'il est possible que ce message concernait l'évacuation. Mais cette conversation dans laquelle le général Miletich est mentionné ne permet aucune conclusion sur les connaissances du général Miletich quant à l'objet précis de la demande y mentionnée, encore moins sur l'intention du général Miletich. Cette conversation permet seulement de conclure que le général Miletich n'avait pas d'autorisation de prendre une décision. Que devait d'ailleurs faire le général Miletich dans cette situation? Devait-il refuser de transmettre le message et par cet acte bloquer peut-être l'évacuation demandée par toutes les organisations internationales en Bosnie-Herzégovine, y compris la Fort-Pronu? Par ailleurs, nous ne croyons pas que le document P260, qui a été transmis le 18 juillet à 17h, est lié à la conversation qui a eu lieu le 17 juillet à 21h, P1237. Il est peu probable, en fait il est complètement improbable, que le colonel Jankovic aurait attendu pratiquement 24 heures pour adresser ses demandes. En plus, la pièce P260 se réfère aux événements du 18 juillet qui ne pouvaient pas être objet d'une conversation déjà le 17 juillet 1995. Je voudrais maintenant revenir à l'aide humanitaire. La thèse du procureur, selon laquelle les autorités serbes auraient demandé la réciprocité et ainsi conditionné le passage de l'aide humanitaire aux musulmans par l'aide attribuée aux Serbes, est en contradiction avec la thèse que les restrictions auraient été destinées à créer les conditions insupportables pour la population musulmane. Si cette réciprocité était la condition posée par les Serbes, les restrictions, qui de toute façon étaient limitées, ne peuvent être attribuées à l'intention de créer les conditions insupportables aux musulmans, mais plutôt à la volonté d'assurer les meilleures conditions aux Serbes. Cependant, cette thèse, bien qu'elle soit d'une certaine façon favorable à la défense, n'est pas exacte. La réciprocité a été demandée une seule fois, car l'allégation du procureur dans le paragraphe 226, note de bas de page 513,
selon laquelle le fioul aurait été autorisé pour les enclaves seulement si les Serbes l'obtenaient aussi, n'est pas exacte. Conformément à la pièce P2689, le fioul pour Srebrenica était autorisé sans aucune condition. Lorsque les autorités serbes ont demandé l'aide humanitaire pour les Serbes afin d'autoriser le passage d'un convoi, il ne s'agissait pas de convois destinés à la population musulmane, mais de convois de la Force-ONU. Cela a eu lieu le 1er juillet 1995, P2554. Dans notre mémoire, paragraphe 254-262, nous avons parlé des problèmes liés à l'aide humanitaire en juin 1995. Les problèmes qui n'étaient nullement liés à la politique serbe. En juin 1995, l'UNHCR a prévu 1250 tonnes de l'aide humanitaire pour Banja Luka. La pièce P41-45, page 19, atteste que rien n'est arrivé. Et quand je dis rien, c'est rien, zéro. Dans cette situation, une seule et unique fois, les autorités serbes ont demandé la réciprocité. La réciprocité qui d'ailleurs n'a pas mis en cause l'approvisionnement de la population musulmane. Les convois de l'aide humanitaire et les convois de la Force-ONU étaient différents à tout point de vue. Ils étaient également soumis à la procédure différente, et cette différence est essentielle, car contrairement aux allégations du procureur, l'organe de coordination octroyait les autorisations pour les convois humanitaires. Nous en avons parlé dans les paragraphes 322 jusqu'à 342 de notre mémoire. En plus, le procureur est en possession de la documentation originale de l'état-major principal concernant les convois, qui était d'ailleurs l'objet de la stipulation entre le procureur et la défense du général Miletic. Il s'agit de la pièce 5D 1447. Tous ces documents concernent les convois de la Force-ONU. Si la procédure avait été la même, les documents relatifs aux convois humanitaires s'y seraient trouvés parmi ces documents aussi. Cependant, ce dont je veux parler, ce n'est pas la confusion entre les convois humanitaires et les convois de la Force-ONU, omniprésente dans le mémoire du procureur, mais la contradiction entre la partie du mémoire du procureur concernant la contribution prétendue du général Miletic aux restrictions des convois, les paragraphes 1679, 1687, et la partie générale relative aux restrictions de l'aide humanitaire, paragraphes 215-250. Dans le paragraphe 219 de son mémoire, le procureur a décrit la procédure d'octroi des autorisations au convoi de la Force-ONU et a reconnu que le général Miletic ne prenait pas de décision. Le procureur a reconnu aussi que le général Miletic n'a pas rédigé les notifications. En effet, le procureur a reconnu que le rôle du général Miletic était de signer les notifications et de les envoyer aux unités subordonnées. Bien que le procureur ait reconnu que le général Miletic n'avait de rôle ni dans la prise de décision, ni dans la détermination du contenu des notifications, dans le paragraphe 1677, en dépit de toutes les preuves et en contradiction avec sa propre thèse, exposée dans le paragraphe 219, le procureur allègue que le général Miletic aurait refusé d'autoriser les convois avec le matériel scolaire, aurait limité la rotation du personnel du MSF et aurait spécifié la demande du contrôle. Dans le même paragraphe, le procureur allègue que le général Miletic était impliqué dans l'envoi des notifications des 6 et 10 mars 1995 en se référant aux copies non signées de ces notifications, P25-22 et P25-31.
Les versions originales et signées de ces notifications sont admises dans le dossier. Il s'agit des pièces 5D 1311 et 5D 1312. Ces notifications n'étaient pas signées par le général Miletich. Elles étaient signées par le colonel Panjic, qui n'était même pas subordonné au général Miletich. Aucune preuve n'existe que le général Miletich a jamais vu ces documents. Par ailleurs, les autres notifications auxquelles le procureur se réfère dans le paragraphe 1679 sont toutes les copies non signées. Compte tenu du fait que de nombreuses notifications portaient le nom du général Miletich sans être signées par lui, ce qui ressort de la stipulation entre la défense et le procureur, 5D 1447, aucune preuve concluante n'existe que les notifications dont la version signée n'est pas disponible étaient vraiment signées par le général Miletich. Il faut dire aussi que l'envoi des notifications ne contribuait nullement aux restrictions de l'aide humanitaire, pour autant que ces restrictions existaient. Les notifications n'avaient pas pour objectif d'empêcher le passage des convois, mais de le permettre. Aucun convoi ne pouvait passer le point de contrôle sans qu'il ait été proprement annoncé par une notification de l'état-major principal. Même lorsqu'une notification contenait les informations relatives au convoi non autorisé, elle n'avait aucune influence sur le passage des convois, car jusqu'à ce que la notification autorisant le convoi n'arrive au point de contrôle, le convoi ne pouvait pas passer. Et l'annonce des convois et le contrôle de ceux-ci étaient parfaitement licites et conformes aux conventions de Genève. Voyons un peu d'ailleurs ce que le général Miletich savait par rapport à l'aide humanitaire. Lorsque le général Milovanovic n'était pas dans l'état-major principal, le nom du général Miletich se trouvait sur les notifications. Il en a signé un certain nombre, mais il n'a jamais repris les autorités du général Milovanovic quant aux questions substantielles liées à l'aide humanitaire. Ces autorités du général Milovanovic étaient reprises par les autres officiers de l'état-major principal, y compris par le général Mladic. Le général Miletich n'a pas participé aux réunions avec la Fort-Pronu. Il n'a pas participé aux réunions avec les organisations internationales. Il n'a pas été supérieur du colonel Djurdjic qui était en charge des convois et il ne lui donnait pas les instructions. Le général Miletich n'était pas membre du cercle restreint de l'état-major principal et ne prenait pas de décision. D'ailleurs, dans la partie de son mémoire relative à la politique des autorités politiques et militaires serbes relative à l'aide humanitaire, paragraphe 246-250, le procureur n'a pas mentionné le général Miletich, reconnaissant implicitement que le général Miletich n'avait aucun rôle dans la formulation de cette politique. Le général Miletich n'avait aucun rôle dans le suivi du passage des convois, car les rapports y relatifs n'étaient pas adressés à son administration, mais à l'administration des renseignements, comme la pièce P260. Justement, dans ce contexte, il faut interpréter la notification du 29 juin P2551 mentionnée par le procureur dans le paragraphe 1683. Bien que cette notification contienne la note concernant les instructions particulières envoyées à Momir Nikolic, aucune preuve n'existe que le général Miletich avait connaissance de cette instruction, du contenu de cette instruction,
qui devait certainement être envoyé à Momir Nikolic directement du secteur des affaires de renseignement et de la sécurité. Également, les rapports relatifs au convoi étaient parfois adressés directement et personnellement au général Mladic, comme c'était le cas le 23 juin, la pièce P 2496. Le général Miletic n'avait aucune connaissance particulière des questions relatives à l'aide humanitaire. Ce que le général Miletic savait, c'était le fait que la notification devait être envoyée afin de permettre le passage des convois. Aucun officier n'aurait refusé de signer et d'envoyer ces notifications. L'envoi des notifications ne démontre aucune intention particulière du général Miletic. En effet, le seul document et la seule preuve qui peut nous renseigner un peu sur la position du général Miletic quant au passage des convois est la conversation interceptée du 24 juillet P1327 relatif aux problèmes liés au passage d'un convoi de l'UNHCR à Gorajdé. Ces problèmes sont décrits par ailleurs dans un document du corps de Drina, P3035. Et cette conversation indique que le général Miletic, lorsqu'il avait connaissance des problèmes liés au passage des convois, considérait que ces problèmes devaient être résolus. Parlons maintenant un peu de la directive numéro 7, cette directive qui est le centre du procès contre le général Miletic. Nous sommes d'accord avec le procureur que lors de la rédaction de ces directives, la méthode complète était utilisée. Dans le cadre de cette méthode complète, qui ne pouvait être décidée que par le commandant, le général Miletic a pu seulement faire sa partie du travail. Nous sommes d'accord avec le procureur que les éléments différents de la directive étaient transmis au général Miletic par les différents secteurs de l'état-major principal et que le général Miletic les a ensuite compilés dans un document unique. En reconnaissant que la directive numéro 7 était rédigée en application de la méthode complète, le procureur reconnaît implicitement que le général Miletic n'était pas l'auteur du contenu de la directive. Le seul fait d'avoir participé dans la rédaction de la directive 7 ne signifie pas que le général Miletic a contribué à l'entreprise criminelle commune, alléguée dans l'acte d'accusation. Le procureur pourrait parler de la contribution du général Miletic s'il avait prouvé que le général Miletic a rédigé les parties incriminées de la directive ou qu'il les avait acceptées et qu'il y a adhéré. Le procureur n'a prouvé rien de tel. Le procureur a constaté dans le paragraphe 1680 que le général Miletic avait vu le document du corps de Drina dans lequel le commandant du corps de Drina a proposé les solutions pour l'élimination des enclaves. Au-delà du fait que cette proposition montre bien que les commandants des corps faisaient des propositions au commandant de l'armée de la Republika Srpska, ce fait ne nous dit rien sur la position du général Miletic. Il l'a vu, mais aucune preuve n'existe qu'il était d'accord ou que cette proposition a été incluse dans le projet de la directive rédigé par le général Miletic. Par ailleurs, le procureur allègue que le général Miletic a compilé la partie de la directive concernant les tâches des unités sur le fondement des propositions des organes en charge de différents corps de l'armée. Le paragraphe 1673. Le général Miletic a compilé le projet de la directive en sa totalité, sur la base des éléments obtenus des différents organes, comme le procureur l'a constaté dans le paragraphe 141.
Sur la base des éléments de preuve dans le dossier, il est impossible de dire qui lui a fourni la proposition pour la partie concernant les tâches des unités. Le texte rédigé par le général Miletic était le projet de la directive. Le texte de ce projet n'est pas connu et aucune preuve ne permet de conclure que ce projet contenait des parties incriminées de la directive numéro 7. Dans son mémoire, le paragraphe 142, le procureur a reconnu que le président Karadzic pouvait apporter les modifications dans le projet de la directive rédigé par le général Miletic. Cela signifie aussi que le président Karadzic pouvait ajouter les parties incriminées. Contrairement aux allégations du procureur, la directive n'était pas issue sous le nom du général Miletic. Également, elle n'était pas envoyée au corps comme le document du général, à l'époque d'ailleurs le colonel Miletic, mais comme le document du président et du commandant suprême Radovan Karadzic. L'allégation du procureur, selon laquelle le général Miletic devait connaître chaque mot dans ces directives avant d'avoir mis son nom sur le texte, est absurde. Le nom du général Miletic sur le texte de ces directives signifie qu'il a préparé le projet de la directive. Il ne signifie certainement pas qu'il a approuvé le texte final de celle-ci. Le texte définitif appartient au président Karadzic, qui avait l'autorité unique et exclusive de l'approuver, ce qu'il a fait en y apposant sa signature. Le général Miletic pouvait et devait connaître chaque mot du projet de la directive qui était envoyé au président Karadzic à la signature. S'agissant du texte définitif, le général Miletic ne pouvait pas le connaître avant que celui-ci lui ait été transmis. Or, aucune preuve dans ce dossier n'indique que le général Miletic a vu le texte final de la directive numéro 7 avant de commencer à travailler sur le projet de la directive 7.1. Dans son réquisitoire, le 2 septembre 2009, le procureur a déclaré qu'il n'y a pas de preuve qui aurait confirmé que le général Miletic n'a pas participé dans la finalisation de la directive numéro 7. Au contraire, dans cette affaire, aucune preuve ne confirme que le général Miletic aurait participé dans la finalisation de ces directives. Certes, le général Simic a parlé de la finalisation, mais de la finalisation du projet, puisque tout le processus que le général Simic a décrit précède l'envoi de ce projet à la signature. C'était le 19 novembre 2008, page 28, 511. La déclaration du général Simic n'aide pas le procureur dans ses efforts de prouver que le général Miletic aurait participé dans la finalisation de la directive après les modifications que le président Karadzic a pu y apporter. La charge de preuve demeure sur le procureur et le procureur doit prouver chacune de ces allégations au-delà de tout doute raisonnable. La défense n'a pas la même obligation. Il lui suffit de produire les preuves démontrant une autre possibilité raisonnable. Les preuves, certes circonstancielles, mais tout de même les preuves indiquent que le général Miletic n'a pas participé dans la finalisation du texte définitif de la directive numéro 7. La défense est en accord avec le procureur que le général Miletic aurait dû avertir le général Milovanovic s'il avait vu les parties incriminées dans le texte de la directive. Nous considérons
que la possibilité raisonnable existe que le général Miletich l'a fait. La directive porte la date du 8 mars 1995. Or, elle était envoyée au corps seulement le 17 mars 1995. L'agenda du président Karadzic, 5D 1322, indique que la veille de la transmission de ces directives, le général Milovanovic a eu une réunion avec le président Karadzic. La seule explication raisonnable de cette réunion de 4 heures qui a eu lieu le 16 mars 1995 est la discussion sur la directive. Le procureur dit aussi que le général Miletich pouvait faire autre chose s'il n'était pas d'accord avec la directive. Eh bien, nous sommes d'accord, nous sommes entièrement d'accord. Le général Miletich pouvait refuser d'envoyer la directive au corps. Le procureur vous dira certainement qu'il n'y a pas de preuve que le général Miletich a refusé de transmettre la directive numéro 7 au corps. Et dans un certain sens, il a raison, mais seulement partiellement. Car s'il n'y a pas de preuve que le général Miletich a refusé de transmettre ces directives au corps, nous avons la preuve qu'il ne l'a pas transmise. P5, 5D 971 confirme cela. La seule chose qui est prouvée dans cette affaire concernant la version finale de la directive numéro 7 est que celle-ci était transmise aux unités subordonnées par le général Milovanovic. Puisque le général Miletich n'a pas transmis la directive numéro 7 au corps, il n'y a que 2 options concernant sa connaissance de ce texte final. Ou le général Milovanovic a transmis la version définitive dès son retour de la réunion avec le président Karadzic, sans en parler au général Miletich, ou le général Miletich n'a pas voulu la transmettre. Le procureur n'a offert aucune preuve qui aurait soutenu cette thèse selon laquelle le général Miletich a adhéré à la version finale de la directive numéro 7. Les preuves circonstancielles appellent à la conclusion contraire. Le général Miletich n'était pas d'accord avec cette directive. C'est une conclusion possible et raisonnable qui explique la réunion du général Milovanovic avec le président Karadzic le 16 mars 1995, la transmission tardive de la directive, pratiquement 10 jours après la date indiquée sur le texte de la directive, et le fait que le général Miletich ne l'a pas transmise. Le général Miletich a participé dans la rédaction de la directive numéro 7.1 et son rôle dans la rédaction de la directive numéro 7.1 était identique à celui qu'il a eu dans la rédaction de la directive numéro 7. Cette participation ne peut être interprétée comme son adhérence au texte de la directive numéro 7, car le texte de la directive numéro 7.1 ne contient pas les parties incriminées contenues dans la directive numéro 7. L'existence même de la directive numéro 7.1 pose la question pourquoi cette directive a été rédigée. Avant la directive numéro 7, seule la directive 6 émanait du président Karadzic. C'est la pièce P3919. Comme suite à la directive 6, l'état-major principal n'a pas rédigé la directive 6.1. Au contraire, lorsque le président Karadzic a considéré qu'il fallait modifier le texte de la directive 6, il l'a fait par un document lequel il a signé lui-même, 5D 964. La directive numéro 7 définit les tâches des corps et a été transmise à ceux-ci. Aucune raison militaire
n'existait pour que l'état-major principal se lance dans la rédaction de la directive 7.1 immédiatement après la transmission de la directive 7. Ce n'était pas nécessaire pour l'opération Sprecha. Le général Milovanovic a adressé au corps déjà un ordre pour cette opération, 5D 972. Ni l'opération Sadestvo, planifiée dans l'état-major principal, ne demandait l'émission de la directive 7.1 immédiatement après la directive 7, puisque tous les éléments de cette opération étaient adressés au corps uniquement vers la fin du mois d'avril, P4202. L'une des explications possibles et parfaitement raisonnable de l'émission de la directive 7.1 est justement que cette directive 7.1, était destinée à remplacer auprès des unités subordonnées la directive numéro 7. Le procureur, que pratiquement dans toute phrase relative au général Miletic, cite le général Milovanovic, bien qu'il ne le considère pas comme crédible, a ignoré complètement ce que le général Milovanovic a déclaré lorsqu'il a parlé de la directive numéro 7. La directive numéro 7. Il est indicatif que justement le général Milovanovic, qui niait toute la participation dans la rédaction de ces deux directives et qui clamait qu'il ignorait leur existence, a déclaré que le général Mladic risquait d'être traduit devant la cour martiale parce qu'il avait omis certaines parties de la directive numéro 7 dans les documents qu'il a rédigés ultérieurement. Il n'y a pas de doute que le général Milovanovic parlait justement de la directive numéro 7.1. La participation du général Miletic dans la rédaction des directives 7 et 7.1 ne peut être interprétée comme son adhérence au parti incriminé de la directive numéro 7. L'existence de son nom sur les directives 7 et 7.1 permet tout au plus la conclusion qu'au moment de la rédaction de la directive 7.1, il a eu connaissance du texte final de la directive numéro 7. Cette connaissance ne signifie pas son adhérence au parti incriminé de la directive numéro 7. Les événements ultérieurs démontrent d'ailleurs que le général Miletic n'avait aucun rôle significatif dans les événements autour de Srebrenica et Jepa, qu'il était absent lors de l'opération militaire à Srebrenica, qu'il n'avait pas de connaissances suffisantes concernant les événements sur le terrain et que ses actes et son comportement ne permettent pas d'en déduire une intention criminelle. Le procureur a déclaré que la directive numéro 7 désignait le début de l'attaque. Cependant, lors de l'audience du 10 septembre 2008, ce sont les pages 24-489 et 24-490, le procureur a déclaré que l'armée de la Republika Srpska n'a pas changé sa conduite après la directive numéro 7 et que cette conduite était la même depuis le début de la guerre. Nous sommes d'accord avec le procureur qu'aucun changement ne peut être noté dans la conduite de l'armée de la Republika Srpska après l'émission de la directive numéro 7. Mais dans ce cas, il est difficile de comprendre en quoi la directive 7 représentait le début d'une attaque. Par ailleurs, il n'y a pas de preuve qu'une attaque systématique ou généralisée dirigée vers la population civile aurait commencé en mars 1995. En tout état de cause, le général Milovanovic était présent dans le quartier général de l'état-major principal dans une grande partie
de la période qui a suivi l'émission de la directive numéro 7. Aucune preuve ne permet de conclure que le général Miletich avait des connaissances des incidents liés au bombardement, tireurs embusqués et autres activités autour de Srebrenica et Jepa, pour autant que ces activités sont prouvées. Le seul bombardement rapporté à l'état-major principal a été celui du 25 mai 1995. Or, le général Milovanovic y était. La pièce 3D, 5D, 1161 le confirme. Il est absurde de faire un lien entre le programme d'entraînement des tireurs embusqués et une éventuelle utilisation illégale des snipers. L'organe en charge des affaires opérationnelles et l'éducation a été en charge de l'organisation et planification des entraînements. Cet organe ne pouvait pas déterminer le contenu de l'entraînement, car chaque entraînement demandait les connaissances spécifiques et le contenu de l'entraînement était déterminé justement par les organes spécialisés. Mais en tout cas, le programme cité par le procureur n'était pas destiné à l'utilisation illégale des snipers, mais justement à l'utilisation correcte et régulière. Les snipers ne sont pas une arme interdite et l'existence d'un programme d'entraînement n'a aucune signification particulière. Finalement, il demeure inconnu quand ce programme a été rédigé et quand il a été communiqué au corps. Le programme que nous avons dans le dossier a été transmis au 5e corps, qui en 1995 n'a même pas existé. Le procureur allègue que les actes et les décisions du général Miletich étaient cruciaux pour vaincre militairement les forces musulmanes et pour déplacer la population de Srebrenica et Jepa. J'ai déjà dit plusieurs fois que le général Miletich n'était même pas en position de prendre les décisions. Mais je ne veux pas parler de ce point. Je voudrais souligner la confusion créée par le procureur entre les actes destinés à vaincre militairement les forces musulmanes et ceux qui auraient été destinés au déplacement de la population. La défaite militaire de l'ennemi, qui pour l'armée de la Republika Srpska était les forces musulmanes, est l'objectif naturel et légitime de toute armée dans un conflit armé. En revanche, le déplacement forcé est un acte interdit et criminel. Afin de prouver le déplacement forcé et notamment l'intention de l'accusé, le procureur aurait dû clairement séparer les objectifs militaires des objectifs criminels. En effet, lorsqu'un acte peut être raisonnablement interprété comme étant destiné à l'achèvement de l'objectif militaire légitime, le procureur ne peut lui attribuer une intention criminelle. Cette intention ne peut être interférée que de faits qui ne peuvent être raisonnablement expliqués par un objectif militaire légitime et qui ne permettent aucune autre conclusion que celle qu'ils étaient destinés au déplacement des musulmans. Certes, il est difficile, dans un conflit comme celui-ci, de séparer les faits liés à l'attaque militaire et ceux liés au agissement criminel. Mais c'est l'obligation du procureur. Dans la présente affaire, le procureur a dit à plusieurs reprises que la séparation des enclaves était un but militaire légitime, notamment dans la déclaration liminaire le 21 août 2006, page 398. Il ne peut pas maintenant, pour le besoin du réquisitoire, confondre cette partie légitime de l'attaque dans un objectif criminel.
Nous sommes d'accord avec le procureur lorsqu'il déclare que l'intention détermine la légitimité d'un acte et qu'un acte légitime accompli avec une intention criminelle peut devenir criminel. Mais si l'intention confère le caractère criminel à un acte qui, sans cette intention, aurait été légitime, cet acte sera criminel seulement par rapport à ceux qui ont agi avec l'intention criminelle. Il sera légitime pour ceux qui n'ont pas agi avec cette intention. S'agissant du général Miletic, le procureur n'a pas prouvé qu'il agit avec l'intention criminelle. Conformément aux allégations du procureur, le général Miletic aurait suivi des activités du corps de Drina et il aurait transmis les informations obtenues au général Mladic et au président Karadzic. Le procureur allègue que justement ces informations auraient permis au général Mladic et au président Karadzic de prendre les décisions et d'appliquer la politique du déplacement de la population. Tout d'abord, le procureur n'a pas prouvé que le président Karadzic prenait ses décisions sur la base des rapports envoyés par le général Miletic. Le procureur n'a même pas indiqué quelles auraient été les informations qui auraient contribué aux décisions du président Karadzic. Nous avons indiqué dans le paragraphe 492 de notre mémoire les sources desquelles le président Karadzic obtenait les informations. Elles sont nombreuses. Les décisions relatives à Srebrenica et Jepa n'étaient certainement pas faites sur la base des rapports quotidiens envoyés par le général Miletic. Quant au général Mladic, il n'avait nul besoin des rapports du général Miletic. Il recevait des informations directement des commandants des corps qui lui étaient directement subordonnés. Les preuves dans cette affaire démontrent que les autorités civiles informaient le président Karadzic. Ces preuves indiquent qu'une délégation de Skelani devait aller chez le président Karadzic après action à Zeleni Hadar afin de trouver une solution pour terminer cette action, laquelle les autorités civiles considéraient comme inachevée. C'est la pièce 5D 1374. Les preuves dans cette affaire démontrent aussi que le président Karadzic disposait parfois avec bien plus d'informations que l'état-major principal. Une conversation du 16 juillet 1995 démontre que justement le président Karadzic a informé l'état-major principal de l'ouverture du corridor à Zvornik. Les rapports quotidiens de l'état-major principal décrivaient la situation militaire sur le terrain dans toute la Republika Srpska. Leur but n'était pas autre que d'informer le président Karadzic et les commandants des corps de cette situation militaire, et aucune autre interprétation ne peut raisonnablement être attribuée à ces rapports. Ni le suivi de la situation militaire, que le général Miletic ne pouvait faire autrement que sur la base des rapports reçus, ni la transmission de ces informations ne peuvent raisonnablement être interprétés comme la contribution à l'entreprise criminelle alléguée. Aucun de ces actes n'est illicite. Ces actes constituent la tâche régulière et quotidienne du général Miletic. Le 2 septembre 2009, le procureur a commencé son réquisitoire par l'obligation des officiers d'accomplir son devoir. Le devoir de l'officier en charge des affaires opérationnelles est de rédiger et de transmettre les rapports. C'est exactement ce que le général Miletic faisait. Ces actes sont les actes que tout officier en charge des affaires opérationnelles aurait fait. Et aucun officier en charge des affaires opérationnelles n'aurait fait autrement. Aucune intention criminelle ne peut être déduite des rapports envoyés par le général Miletic, car
car pour ces rapports existe une autre explication, logique et raisonnable, qui est d'ailleurs la seule explication raisonnable et relative. Le général Miletich faisait son travail. Le travail licite, régulier et nécessaire pour la conduite des activités militaires légitimes et justifiées. Il le faisait sans aucune intention criminelle. We'll continue tomorrow morning at Président, nous reprendrons demain à 9 h. okay, I don't think there should be a problem. You don't think that's a problem, Judge Kwan? Okay. Pas de problème. Le président. Is voor jij voor de V? Président français, pas de problème.